Savez-vous que selon cette étude, 69% de la CPU et 18% de la mémoire réservée dans les clusters Kubernetes en général sont inutilisés. Tenez-vous bien, bien dimensionné pourrait faire économiser jusqu'à 69% des coûts cloud d'une entreprise. Alors aujourd'hui, je m'en vais vous présenter un outil et la façon de l'utiliser qui va vous apprendre à faire ce bon dimensionnement-là, les doigts dans le nez. Allez, c'est parti. Kubernetes Resource Recommender, abrégé KRR, est un outil conçu pour optimiser l'allocation des ressources au sein d'un cluster Kubernetes. Il a pour objectif d'améliorer l'efficacité opérationnelle en recommandant des ajustements pertinents dans la configuration des ressources, c'est-à-dire la mémoire et le CPU. Les principaux objectifs de KRR incluent l'optimisation des performances du cluster, la réduction du gaspillage de ressources et la gestion efficace de la capacité. En effet, en analysant la façon dont les ressources ont été utilisées dans le passé, KRR va suggérer des recommandations pour un dimensionnement optimal, permettant ainsi d'optimiser les coûts et d'assurer une meilleure réactivité du cluster aux différentes charges de travail. Alors, dans l'écosystème Kubernetes, les concepts liés à l'allocation des ressources sont les requests et les limites. Les requests vont définir la quantité minimale de ressources que le cluster doit réserver pour un composant, un container en particulier. Tandis que les limites définissent la quantité maximale autorisée que ce container-là peut utiliser. Ces paramètres influent directement sur la manière dont les containers utilisent les ressources matérielles du cluster. En effet, une sous-allocation peut entraîner des performances médiocres, tandis qu'une surallocation peut entraîner un gaspillage inutile de ressources. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner plus concrètement à faire du bon dimensionnement? Premièrement, de l'argent. On ne va pas réfléchir de midi à 14h. 69% d'économie de coût du cloud, avec ce que ça coûte aujourd'hui, ça fait beaucoup de millions qui sont économisés pour des entreprises. On va aussi avoir une haute disponibilité qui est améliorée. Il faut savoir qu'en ajustant les paramètres de requête et de limite en fonction des réels besoins de charge des différents composants, ça va libérer de la place pour d'autres applications qui auraient été éjectées ou alors redémarrées par le cluster par manque de ressources. Alors, la bonne nouvelle avec KRR, c'est que nul besoin de calculs complexes ou d'algorithmes complexes ou de dépenser de fortes sommes d'argent dans des experts pour avoir la bonne recommandation. Comment va fonctionner KRR? Je l'ai évoqué tout à l'heure, on va rentrer un peu plus en profondeur. En effet, il va s'appuyer sur des métriques qui sont exposées par votre cluster, des métriques de fonctionnement de vos containers sur les jours ou les mois précédents pour pouvoir définir des recommandations spécifiques pour chaque composant. Donc, de ce que je viens de dire, on comprend donc que pour utiliser KRR, il va nous falloir un ensemble d'éléments qui constituent des prérequis. Premièrement, un cluster K8s, bien sûr. Cependant, il faudra aussi qu'on ait des métriques qui soient produites par nos containers et ces métriques doivent être stockées quelque part dans une base de données de métriques. KRR fonctionne avec plusieurs backends de métriques tels que Prometheus, Victoria Metrics, Thanos, etc. Cependant, vous aurez aussi besoin d'autres composants que je pourrais continuer à lister, mais ce que je vous recommande, c'est d'installer tout simplement la stack Helm Cube Prometheus Stack. Cette stack va vous permettre d'avoir tout ce dont vous aurez besoin. Puis, vous allez faire tourner cette stack-là pendant quelques jours sur votre cluster pour avoir des recommandations qui sont pertinentes. Alors, on va passer à l'installation et à la configuration de KRR. Alors, vous pouvez installer KRR avec les trois commandes que je vous montre à présent. Ou alors, vous pouvez, si vous n'avez pas Homebrew, parce que Homebrew, ça fonctionne bien sur Mac et sur Linux. Sur Windows, vous devrez passer par WSL, puisque tout le monde n'utilise pas forcément. Ou alors, vous pouvez tout simplement télécharger l'une des archives qui se situe au niveau du repo de KRR. Vous téléchargez l'archive pour Windows, vous la dézippez et par la suite, vous ajoutez bien sûr le répertoire KRR à votre path et par la suite, vous aurez donc KRR de disponible. Et si vous tapez tout simplement la commande, vous devrez avoir ce résultat-là. On va donc générer notre premier rapport. Alors, il faut savoir que
KR a besoin de savoir comment se connecter à votre cluster. Et pour cela, vous devriez avoir la variable d'environnement kubeconfig qui est correctement configurée pour permettre que cela se passe. Alors, une fois que cela est fait, vous devez tout simplement utiliser KR simple pour lancer une analyse sur tout le cluster. Alors, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de retrouver automatiquement un composant Prometheus qui se situe dans votre cluster. Alors, il y a de fortes chances qu'il ne réussisse pas. Du coup, ce que vous allez faire, c'est de spécifier explicitement l'emplacement, l'URL de votre Prometheus à KR. Pour ce faire, vous pouvez faire un port forwarding. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un port forwarding sur mon service Prometheus sur le port 55 qui me permet d'avoir Prometheus directement sur localhost avec le port 5555. Donc, une fois que cela est fait, on va donc relancer la commande, mais cette fois avec la bonne URL. Vous allez donc préciser KR simple-p avec l'URL. Alors, vous aurez peut-être exposé avec une autre URL. Mettez cette URL-là. Alors là, on voit qu'il a retrouvé Prometheus et qu'il s'est connecté avec succès. Et là, il est en train de scanner les différents objets de notre cluster pour nous fournir une recommandation. Alors, pour le moment, nous avons utilisé la stratégie simple. Et bien sûr, vous pouvez utiliser une autre stratégie, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on reste dans une stratégie plutôt simple pour pouvoir avoir déjà des recommandations que l'on pourra appliquer et faire des économies directement. Alors, ça va prendre un peu de temps, tout simplement parce que là, il est en train de scanner tous les objets du cluster de Zero Filter. Il y a une option que l'on va utiliser tout à l'heure pour scanner uniquement les objets d'un namespace en particulier. Mais c'est déjà intéressant de lancer sur tout le cluster pour avoir une vision globale du namespace qui consomme, qui gaspille le plus de ressources ou alors qui est sous-dimensionné le plus. Et par la suite, on pourra donc aller namespace par namespace pour voir comment traiter le problème. Donc le tableau s'est affiché, on peut voir qu'on a plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Dans la première colonne la plus intéressante, vous avez le nom des namespaces. On peut voir que les éléments ont été groupés par namespace, Cert Manager, Default, KEDA, etc. Après la colonne namespace, vous avez la colonne name qui représente le nom du pod. Donc ici, vous aurez plusieurs pods. Ici, vous aurez le nombre de pods qui tournent pour ce pod-là. Et vous aurez, juste après, le nombre de pods qui ont déjà eu à tourner si jamais il y a eu des redémarrages ou quelque chose de la sorte. Ici, dans Type, vous aurez le type de contrôleur qui va contrôler ce pod-là. Donc, ça pourrait être un déploiement, ça pourrait être un stateful set, etc. Puis, vous avez Container, qui représente le nom du container ou des containers qui tournent dans ce pod-là. Dans ce composant, on peut voir qu'on a plusieurs containers Grafana qui composent le pod Grafana. Puis, nous avons la colonne CPU-diff, et c'est là que les choses commencent à devenir beaucoup plus intéressantes. CPU-diff va vous présenter la différence entre la CPU que vous avez utilisée et la recommandation que KR vous fait. Lorsque vous avez le signe plus, ça veut dire qu'il faut augmenter, c'est-à-dire que c'est sous-dimensionné. Lorsque vous avez moins, il faut diminuer, ça veut dire que c'est surdimensionné. Donc ici pour CPU-diff, si on prend le cas de Cert Manager, on peut voir que c'est sous-dimensionné. Et pourquoi est-ce que c'est sous-dimensionné? On va passer à la colonne suivante pour comprendre. Vous avez CPU Request. Dans CPU Request, vous aurez une partie de gauche et une partie de droite. Et au milieu, vous aurez une flèche. La partie de gauche va représenter dans un premier temps, entre parenthèses, la recommandation, c'est-à-dire le rappel de la différence. Puis vous aurez ce qui a été défini. Et après la flèche, vous aurez ce qu'on vous demande, recommande de définir. Donc dans le cadre de Cert Manager, on voit que la request n'a pas été définie pour ce container-là. Cependant, il nous demande de définir DM. C'est pourquoi il pense que c'est sous-dimensionné. Donc du coup, il nous propose de rajouter DM. Et ainsi de suite.
Donc lorsqu'il y aura plusieurs containers, il vous proposera de le faire pour chacun des containers qui sont définis. La colonne suivante, CPU limit, fonctionne de la même façon que CPU request. Donc, dans la partie de gauche, vous aurez ce que vous avez défini. Dans la partie de droite, vous aurez ce qu'il vous recommande de faire. Donc, lorsque vous avez juste un élément de la sorte onSet, ça veut dire que onSet, c'est ce que vous avez défini et c'est bien comme ça. Sinon, vous aurez une partie de gauche où il va vous présenter ce que vous avez défini et dans la partie de droite, ce que vous devez définir. Vous remarquerez que dans toutes les lignes, il nous demande de retirer purement et simplement la limite de la CPU. Et une raison à ça, c'est pour éviter que certains pods soient affamés parce qu'on leur a imposé une limite. Pourtant, il y a de la CPU de disponible. Ça ne sera pas le cas avec la mémoire parce que pour attribuer dynamiquement de la mémoire à un container, il faut la redémarrer. Pourtant, la CPU peut être consommée on the fly. Donc, si vous définissez une limite, par exemple, de 500 M, alors ce container-là ne pourra pas consommer plus de 500 M, même s'il y a de la mémoire en plus qui est disponible, ce qui n'est pas bon. Et vous me direz peut-être, mais si je ne définis pas de limite, alors il va consommer toute la CPU de disponible. Et je vous dirai non, tout simplement parce que vous aurez défini les bonnes requests pour vos CPU. Donc le cluster ne permettra pas à un container de consommer beaucoup plus de mémoire au point d'empêcher ceux qui ont déjà réservé de la mémoire de consommer déjà ce qu'ils ont réservé. C'est pourquoi la partie request est très importante. Il faut définir une request qui est nécessaire à ce dont vous avez besoin et ne pas définir de limite. Voilà. Donc on continue avec la partie mémoire. Dans la partie mémoire, pareil, dans MemoryDiff, vous avez la différence. Ici, on peut voir clairement que dans la majeure partie des éléments de notre cluster, nous avons sous-dimensionné. Il y a une raison à cela, c'est que nous essayons d'économiser au maximum, ce qui n'est pas forcément une bonne pratique. Mais la raison est aussi que c'est beaucoup plus facile dans les clusters de consommer de la mémoire que de consommer de la CPU. C'est toujours un peu plus difficile de bien dimensionner la CPU, mais la mémoire, ça se consomme assez rapidement. Et dans la partie Memory Request et Memory Limit, vous aurez des recommandations dans le même format que ce qui a été défini dans la partie CPU. Si je prends un exemple de ligne, on peut voir que ici, on a une recommandation de rajouter 115 MI. Donc du coup, ce qu'il nous propose, déjà dans la request, c'est de passer de 90 à 205, c'est-à-dire de rajouter 115. Et vu qu'on n'a pas défini de limite dans la mémoire, il nous demande de définir de limite et de l'aligner à la request. Donc en termes de mémoire, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut définir une request qui est égale à la limite. Et pour la CPU, définissez une request, mais ne définissez pas de limite. Voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va relancer sur un namespace en particulier pour avoir des éléments beaucoup plus précis. Donc, je vais regarder pour le namespace 0 filtre tech prod où se situent nos composants qui tournent en production et on pourra voir ensemble quels sont les éléments qu'il faudrait que je modifie par exemple dans nos manifestes. Donc là c'est beaucoup plus rapide et c'est plutôt normal. Dans le namespace 0 filtre tech prod, on peut voir que pour le back-end qui tourne en production, très clairement que notre back-end est sous-dimensionné en termes de CPU. Donc là, j'ai mis 100 M, il me demande de passer à 501 M. Et pour, bon, bien sûr, là, il me demande d'enlever la limite et de passer tout simplement à 500 M à ce niveau. Et pour la memory, il nous dit en fait que nous sommes sous-dimensionnés, bien sûr. Donc là, j'avais mis une request à 512, il me demande de mettre à 944 et de mettre la limite à 944 et moi j'avais mis la limite à 2 Go. Donc très clairement, on comprend que la logique que j'avais avant, c'était de définir une request qui est petite et de mettre une limite jusqu'où le composant pouvait aller en termes de consommation. Mais chez Robusta, ils me proposent de faire quelque chose de totalement différent. Ils me disent, définis une request pour la CPU, ne définit pas de limite. Si jamais il y a de la CPU disponible, alors tes composants pourront consommer cette CPU-là.
Mais s'il n'y a pas de CPU disponible, ça veut tout simplement dire que d'autres composants ont déjà réservé cette CPU-là. Et étant donné que j'aurais bien dimensionné tous les autres composants, alors on ne va pas se retrouver avec de CPU qui est gaspillé et qui n'est pas utilisé. Si on se retrouve vraiment en manque de CPU, ça veut dire que là, il faut réellement passer à une mise à jour verticale de la capacité de nos nodes sur le cluster. Et en termes de memory, il me dit, au lieu de définir une request qui est petite et une trop grande limite, alors tu vas tout simplement définir une request qui est égale à la limite et il me donne la recommandation. Il se rend compte qu'en général, notre backend consomme moins d'1 giga de mémoire, alors il me demande de rester en dessous d'1 giga de mémoire. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser au namespace monitoring où nous avons tous les ports de monitoring de notre cluster et de nos applications sur Zero Filtre. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder très attentivement les lignes 12 et 13 et les lignes 18 et 19. Donc ici, on peut voir qu'il s'agit d'Alert Manager et là qu'il s'agit de Prometheus. Et vous avez des pod config reloader qui permettent de recharger la configuration lorsqu'elle change. Alors pour voir très clairement qu'ici, on nous a demandé de réduire la CPU, du moins la quantité de CPU qui est utilisée de 190, d'enlever la définition de limite de CPU que nous avons mis en place. Et dans la ligne Prometheus, on nous demande de faire pareil. Alors pour ce faire, c'est très simple. Je vais revenir dans le chart Helm parce que tous les composants que nous mettons en place sur notre cluster sont gérés par des charts Helm. Et je vais tout simplement rajouter cette partie qui va nous permettre de définir les limites et les ressources du config reloader. Donc une fois que c'est défini, je peux donc appliquer tout cela et on verra la différence très rapidement. Ok, là c'est bon, ils ont démarré comme il le faut. Je peux donc relancer la commande pour voir si nous avons toujours ces recommandations-là. Super, donc comme je vous le disais, nous avons les lignes 12 et 13 et les lignes 18 et 19. Désormais, nous voyons qu'il n'y a rien à rajouter, rien à retirer. Nous avons correctement défini les limites et les requests, que ce soit pour la mémoire ou alors pour la CPU. Voilà, c'est donc ici que vous pouvez appliquer les recommandations de Kubernetes Resource Recommander pour pouvoir optimiser les coûts au sein de votre cluster Kubernetes. Voilà, je vous recommande d'adopter cette stratégie simple, ça va déjà vous sauver la vie, ça va vous permettre d'économiser et par la suite vous pouvez rentrer dans des stratégies beaucoup plus adaptées aux différents contextes dans lesquels vous êtes. Allez, ciao, c'était Philippe Simo de ZeroFiltre.tech.